qui concerne plus de 2,4 milliards de personnes dans le monde. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux troubles du sommeil. Qu'est-ce que c'est? Combien d'heures devrons-nous dormir par jour? Mais aussi, quelles sont les conséquences d'une absence de sommeil sur notre santé? Nous allons aborder cette thématique avec nos deux spécialistes qui sont déjà sur ce podium, qui répondront à toutes vos questions. Je vous prie de vous installer confortablement où vous vous trouvez et on se retrouve juste derrière. Bonjour à tous et surtout bienvenue à votre émission Culture Santé. Aujourd'hui, nous allons parler des troubles de sommeil. Très souvent, nous entendons parler d'insomniaque et la question que j'aimerais me poser ici sur ce plateau, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un trouble du sommeil. Alors, je reçois sur ce plateau le docteur Bacon. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est venu. Alors, rappelons que vous travaillez dans la clinique Saint-Alexandre Bonapierre. D'accord. Alors lui, il est là, vous le connaissez très certainement, le docteur Sacfon, notre nutrithérapeute, notre consultant permanent. Bonjour docteur. Bonjour Claudia. Comment vous allez? Ça va très bien. Je suis très contente de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Sentiment partagé. Alors, c'est un sujet, vous avez l'habitude d'en parler, même si c'est partiellement, le sommeil de manière générale. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux troubles du sommeil. Je vais commencer déjà par vous, docteur Safon. Quel est le rôle ou l'apport du sommeil sur notre santé? Déjà, le sommeil est une loi de santé majeure. J'aime bien appeler ça la loi de santé majeure. Et l'apport du sommeil est capital parce que le sommeil est régénérateur carrément. Imaginez une machine qui fonctionne chaque jour sans repos. Il est évident qu'à un moment, cette machine va arrêter de fonctionner brusquement. Le sommeil ici va jouer pour le corps ce que l'entretien, les temps d'entretien peuvent jouer pour une machine mécanique. Le sommeil va permettre au corps de se régénérer parce que les cellules se régénèrent grâce au sommeil. Le sommeil va permettre au corps de pouvoir retrouver de l'énergie pour continuer la journée suivante. Oui. En fait, le sommeil est capital. Et j'espère que durant toute l'émission, non seulement nous allons essayer d'établir le rôle important du sommeil, mais aussi de décrier et de démontrer quelles sont les actions au quotidien qui peuvent empêcher un bon sommeil et surtout montrer comment rétablir un sommeil qui est déjà troublé. Et justement, en parlant de troubles de sommeil, docteur Bacon, qu'est-ce que c'est? Le trouble du sommeil en général peut être défini comme étant une anomalie. Elle peut être psychologique, elle peut être physique, elle peut être émotionnelle. C'est une anomalie qui justement peut affecter soit l'endormissement, soit le sommeil en lui-même, soit la période ou le moment de vigilance. Donc c'est toutes ces pathologies-là qui justement constituent le grand ensemble qu'on appelle les troubles ou les maladies, des troubles du sommeil. Maintenant, ça ne touche pas généralement le sommeil seulement en lui-même, mais également la période d'endormissement et la période de réveil. Et quelle est la différence? Parce que je suis sûre qu'à la maison, on se demande, est-ce que nous parlons de la maladie du sommeil? Quelle est la différence entre la maladie du sommeil et les troubles de sommeil? Les troubles du sommeil. Pour qu'à la maison, ils soient surtout recadrés et édifiés. La maladie du sommeil est une maladie endémique causée, elle est généralement appelée la trypanosomiase. Ouais. Elle est causée par une piqûre de moustique, la mouche tétée comme on le dit habituellement. Ouais. Il y a certaines zones dans lesquelles c'est justement plus fréquent que d'autres, comme dans certaines zones d'Afrique. Ouais. Mais maintenant, quand on parle de troubles du sommeil, c'est associé à certaines pathologies, mais ce n'est pas toujours pathologique. Donc justement, quand je disais des maladies ou des anomalies, je ne faisais pas forcément appel à la maladie du sommeil. Mais je parlais justement de ces anomalies-là qui peuvent justement soit ralentir ou rendre plus difficile l'endormissement. Parce que quand on parle des insomniaques, par exemple, ils ont des difficultés à trouver le sommeil. Oui. Mais maintenant, il y a des gens qui ont des difficultés une fois endormis à se réveiller. Ça aussi, c'est un problème, c'est un trouble du sommeil également. Et il y a des gens qui justement, à longueur de journée, quand ils ont 2 minutes de libre, on les trouve endormis derrière leur bureau. C'est pas parce que forcément ce sont des alcooliques, mais c'est justement parce qu'ils souffrent d'un trouble du sommeil. Oui. Et dans n'importe quel cas, qu'est-ce qui peut causer justement ces troubles-là?
Généralement, les causes, elles peuvent être classifiées. On a 3 grandes causes en général. Les causes sont soit d'ordre psychologique, soit d'ordre comportemental ou soit d'ordre environnemental. Principalement, si justement il faut classer cela comme dans les causes non pathologiques. Parce que quand on parle habituellement des causes des troubles de sommeil, on fait généralement, la première des causes, c'est il y a des gens qui sont habitués à dormir 2-3 heures par jour. Là, c'est une histoire de comportement. Il y a des gens qui trouvent difficilement le sommeil parce qu'ils habitent dans une zone assez bruyante. Là, on parle des causes environnementales. Il y a des gens qui habitent, il y a un bar au rez-de-chaussée, ils habitent au premier niveau. Ce serait normal qu'ils deviennent insomniaques à un moment donné. Donc, quand on parle des causes, il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques qui rendent le sommeil beaucoup plus difficile. Ça les fait, ils prennent du poids, ils deviennent dépressifs. Et avec le temps, ils peuvent devenir soit insomniaques ou avoir des apnées du sommeil. Ça peut être ça. Et justement, tout à l'heure, le docteur a évoqué la cause environnementale. Docteur Safon, est-ce à dire que les troubles de sommeil sont plus une maladie de citadins? Peut-être pas seulement de citadins, parce que dans les coins reculés également, on peut en souffrir si on ne respecte pas certains principes. À la suite du docteur, je vais ajouter une autre cause qui est d'ordre alimentaire. Sachant que certaines carences alimentaires peuvent amener des troubles de sommeil. Notamment les carences en magnésium, des carences en zinc, peuvent amener des troubles de sommeil. Des carences en vitamine B6 peuvent également conduire aux troubles du sommeil. Mais l'environnement est d'un impact majeur pour empêcher une bonne qualité de sommeil. Mais par contre, Claudia, il y a quelque chose qu'on ignore souvent. La lumière, la qualité de la lumière a un impact soit pour améliorer le sommeil, soit pour créer un trouble de sommeil. À ce sujet, je voudrais qu'on remarque que le sommeil, ce qui déclenche le sommeil ou ce qui peut freiner le sommeil, c'est des productions sécrétées par le corps avec des hormones. Les productions de certaines hormones que le corps sécrète. Or, le soleil a un impact direct sur la sécrétion des hormones. Il est évident que, il est démontré aujourd'hui, que si nous n'arrivons pas à jouir parfaitement d'une bonne qualité de soleil, il est possible que la qualité de notre sommeil soit troublée. Il est aussi prouvé que si la chambre où nous dormons est éclairée avec des lumières vives, notamment avec des lumières de couleur bleue, cela peut avoir un impact sur l'hormone du sommeil qui est la mélatonine et finalement empêcher cette mélatonine d'être produite et par conséquent troubler le sommeil. Il est vrai et prouvé aujourd'hui que l'environnement a un impact. Mais comme j'aime à le dire, si le repos est un aliment, mon plat est le premier aliment que je consomme. Qu'est-ce que je mets dans mon plat qui puisse causer le stress? Qu'est-ce que je mets dans mon plat? Comment est-ce que je mange? Dans quel environnement je me trouve? Toutes ces choses et ces éléments peuvent conduire à ne pas bien dormir. D'ailleurs, je vais chuter par là en disant que la plupart de ceux qui ont l'habitude de prendre des repas riches en glucides 30 minutes avant de se coucher, à la longue, auront des problèmes de sommeil. C'est-à-dire, il y a des parents qui disent donc, je travaille beaucoup toute la journée et ce n'est que le soir que je peux manger en famille. Et quand ils se retrouvent le soir, ils mangent un bon coq ou un bon héros ou un bon plantain avec de l'huile là. Sachez que manger aussi lourd le soir et se coucher 30 minutes après, à la longue, peut conduire à des troubles de sommeil. Et là, c'est une question d'un téléspectateur qui aimerait savoir si le sommeil, du moins les troubles de sommeil, puisent également leur origine dans tout ce qui est génétique et psychiatrique. Génétique, psychiatrique, je ne dirais pas parce que, à mon humble avis, il y a forcément des parents qui en souffrent, mais ça ne garantit pas forcément que les enfants en souffriront également. Ce n'est pas quelque chose d'héréditaire. Dans les causes habituelles, la génétique ne fait pas partie. C'est vrai qu'il y a certaines pathologies psychiatriques ou psychologiques dans lesquelles on peut avoir associé à cela des troubles du sommeil, mais ce n'est pas génétique, pas héréditaire. D'accord. En tout cas, nous sommes bien installés sur ce plateau et on va marquer juste une courte pause et revenir juste derrière pour reconnaître les symptômes des troubles de sommeil ou encore les complications. Juste derrière. Tout à l'heure, docteur Bakan nous décrivait un tout petit peu
ce qu'on peut appeler trouble de sommeil, docteur Bacon. Si vous pouvez nous relater un tout petit peu des personnes qui sont insomniaques. Les troubles du sommeil, quand on parle il y a plusieurs classifications, plusieurs types. Oui. Il y a des classifications utilisées pour catégoriser les troubles du sommeil. Oui. Maintenant, ça dépend. La symptomatologie dépend en fait du trouble du sommeil dont on souffre. Parce qu'on ne le dit peut-être pas souvent assez, ne pas trouver le sommeil, c'est trouble du sommeil. Ne pas bien dormir, c'est trouble du sommeil également. Oui. Trop dormir également, c'est trouble du sommeil. Donc, quand on définissait tout à l'heure les troubles du sommeil, on a dit que c'était une anomalie qui pouvait rendre l'endormissement beaucoup plus difficile, qui pouvait faire en sorte que le sommeil ne soit pas réparateur, comme le confrère a dit tout à l'heure, ou pouvait rendre plus difficile le réveil. C'est toutes ces anomalies-là qui constituent ou qui peuvent être classifiées sous les troubles du sommeil. Et là, on parle d'anomalies, docteur Sacfon. Quelle est la norme alors? Combien d'heures devrait-on dormir par jour pour être sûr qu'on ne se retrouve pas dans une anomalie? La science, de manière générale, encore qu'il faudrait, lorsqu'on va arriver dans les spécificités, cela peut varier d'une personne à une autre, mais de manière générale, la science repartit 24 heures en 3, 8 heures de sommeil, de repos, si vous voulez, 8 heures de travail et 8 heures de divertissement. Donc on pourrait dire que la norme en général pour un sommeil réparateur, pour les 4 temps de sommeil, parce que le sommeil a 4 temps, pour les 4 temps de sommeil jusqu'à arriver au sommeil réparateur le plus profond, il faut environ 8 heures de temps. Cependant, je vous dis, avant d'arriver donc à ce sommeil qui peut être réparateur et le nombre de temps qu'il faut, il est important de dire, puisqu'on parle du nombre de temps, là je vais m'adresser aux cadres d'entreprise, aux citadins et à ceux qui ont l'impression que le monde doit être changé par eux, mais qui doivent travailler dur. Vous raccourcissez votre temps de sommeil, vous raccourcissez votre vie. La longévité dépend aussi et surtout de notre capacité à nous reposer au temps marqué dans les périodes reparties. Si, d'ailleurs, j'avais un oncle qui aimait à me dire, celui qui court vite arrive vite, et celui qui va lentement arrive certainement. Sachons marquer un temps d'arrêt, quand il le faut, se reposer, qu'importe la pression, pour pouvoir être le plus productif le jour qui suit. Sinon, nous courons le risque de ne pas respecter le nombre de temps qu'il faut pour le sommeil, et par conséquent, de ne pas pouvoir être optimal dans les travaux que nous ferons. Et là-dessus, je voudrais vous dire que pour dormir et jouir du sommeil, mais regardez les luminaires. Lorsque le soleil s'est couché, apprêtez-vous à trouver vos lits. Et là, je voudrais mettre en garde ceux qui font des travaux de nuit et qui parfois ont l'impression que c'est la nuit qui travaille le plus. Ils mettent en péril leur santé. Parce qu'au moment où ils doivent être couchés, ils dérèglent le fonctionnement de leur hormone qui, le corps finalement va s'habituer. Parce que le corps va résister et finalement s'habituer. Mais plus tard, on paye toujours la facture lorsqu'on arrive à aller contre la nature. Parce que la nature paye cash. Ainsi donc, je préconise généralement à mes patients, si vous voulez dormir, au plus tard, 21h, soyez couchés. Parce que le sommeil le plus réparateur va se situer généralement entre 21h et minuit. Bon, maintenant, il y en a qui disent, je travaille dur. D'ailleurs, j'ai un patient qui m'a envoyé son programme de la journée, et ça, je n'en vis pas. Parce qu'il sort, il se réveille à 5h et se couche à 1h30, il n'a presque pas le temps de se reposer. À ce patient, je dis souvent, il y a plusieurs personnes qui sont couchées dans les cimetières qui se croyaient indispensables. Mais pourtant, juste reposer, avant même qu'on ne fasse les obsèques, déjà il y avait un remplaçant pour leur poste. Apprenons à marquer un temps d'arrêt et de se reposer si nous voulons aller le plus loin possible. Et quelles sont généralement les pathologies qui sont associées aux troubles de sommeil? Les pathologies associées aux troubles du sommeil, généralement ce sont des pathologies telles que, parce qu'on ne le dit peut-être pas assez, mais les pathologies psychologiques telles que peut-être la dépression, l'anxiété, sont très souvent soit associées aux troubles du sommeil ou résultent généralement d'un trouble du sommeil. Parce qu'en fait, ça va dans les deux sens. Parce qu'en fait, les troubles du sommeil peuvent donner naissance à une forme de dépression. Parce que, je vais peut-être pas embrayer sur vos questions, ça se présente comment quand on a en face de nous quelqu'un qui a des troubles du sommeil? C'est quelqu'un qui est tout le temps nerveux, c'est quelqu'un qui est tout le temps fatigué le matin, c'est quelqu'un qui somnole facilement, c'est quelqu'un qui s'endort facilement derrière le poste de travail, c'est quelqu'un qui a des problèmes de concentration.
c'est quelqu'un qui n'a pas la mémoire au bon point parce qu'il ne dort pas assez. C'est comme ça qu'on arrive du point de vue clinique à poser le diagnostic que ce malade peut avoir un trouble du sommeil. Mais maintenant, s'il faut maintenant, j'ai peut-être perdu le fil, mais s'il faut maintenant aller dans ce sens-là, quand maintenant on a quelqu'un en face de nous qui a ce problème-là, ça peut maintenant être qu'il a vécu une situation qui l'a amené vers la dépression, ou bien soit il était un cadre d'entreprise, et à force d'accumuler des périodes, des courts moments sans justement se reposer normalement, il a fini par avoir la dépression. Donc c'est un peu dans les deux sens. Ça veut dire que généralement c'est associé à l'anxiété, à la dépression, et tout ça peut aller jusqu'à avoir certaines maladies cardiovasculaires, parce que il y a l'obésité qui n'est pas loin de là. Manger et se coucher directement, c'est pas recommandé, parce que justement on donne davantage de travail au corps, et justement on n'a pas le temps pour dépenser cette énergie là. Donc c'est justement converti en graisse très facilement. On va se dire que c'est avoir une circonférence abdominale de 130 ou 150 qui résout beaucoup de problèmes, alors que ça nous expose à certaines maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète. Justement, ce sont des maladies qui sont associées. Donc généralement, les troubles du sommeil sont associés ou augmentent les risques de maladies cardiovasculaires telles que le diabète, l'hypertension, c'est très souvent associé. Et maintenant, c'est associé, comme ça peut augmenter les risques, mais également ces maladies sont très souvent justement dans l'autre sens, résulte aussi un trouble du sommeil. Et là, j'aimerais tout de suite, parce que tout à l'heure, vous avez parlé des horaires de sommeil, et tout de suite, j'ai pensé quand même aux travailleurs de la nuit. Nous avons des gens qui sont vigiles, qui travaillent beaucoup plus dans la nuit, plus qu'en journée. Dans ce cas-là, ceux qui sont très souvent exposés à du moins qui sont dans ce genre de profession, comment est-ce qu'ils font à la longue? Quelles sont les complications que les troubles de sommeil peuvent engendrer sur leur santé? Complications, il y a plusieurs complications à plusieurs échelles. Je rappelle que les troubles de sommeil continuels peuvent conduire jusqu'aux hallucinations. Les troubles de sommeil vont créer une dégénérescence des organes vitaux. Et à ce sujet, il est bien de savoir que toute anomalie systémique des organes vitaux, que ce soit le cœur, les reins, les poumons, des anomalies de ces organes vitaux vont conduire aux troubles de sommeil. D'ailleurs, le sommeil est lié, pour me résumer, le sommeil est lié, le repos est lié à la qualité du bonheur qu'on a eu au cours de la journée. Si ma journée a été agitée, il me sera difficile d'avoir un sommeil reposant. C'est d'ailleurs pourquoi je parlais de la lumière tout à l'heure, qui avait un impact sur les hormones. Sachant que l'hormone de plaisir, lorsqu'on le sécrète abondamment, en période éclairée de la journée, la nuit à l'inverse, le cerveau sécrète abondamment l'hormone de sommeil. Mais si au cours de la journée, on a eu plutôt le cortisol qui a été sécrété en permanence parce que stressé, il est évident que le soir, on pourrait avoir des difficultés à se coucher. Maintenant, pour ceux qui travaillent la nuit et qui finalement, à force de frotter les yeux, résister, tremper les pieds dans de l'eau comme les étudiants, pour les vigiles, essayent de résister à ceux-là. Boire de la caféine. Boire de la caféine. Non seulement ils vont donner comme des stimulants à leur cerveau pour tenir, mais c'est des stimulants très éphémères parce que lorsque l'effet est fini, aussitôt la pression revient plus grande qu'avant. Mais ils vont causer à leur corps ce que je vais appeler des pressions dont le corps n'a pas vraiment besoin. Et ces pressions étant intenses vont conduire à des pathologies chroniques. C'est pourquoi d'ailleurs certains responsables d'entreprise assez responsables vont permettre qu'un employé ne travaille pas dans la durée à la même tranche horaire nocturne. Ça veut dire qu'ils vont faire ce qu'ils vont appeler les alternances. Cette semaine, si tu travailles toute la nuit, mais la semaine prochaine, tu travailles en journée pour permettre que la période où tu travailles en journée, que tu puisses récupérer les périodes de nuit où tu as été sans sommeil. Bien qu'il est bien difficile de récupérer à 100% en journée le sommeil qu'on n'a pas pu avoir la nuit. Ça, c'est très difficile parce que l'environnement le plus approprié pour avoir un sommeil le plus respirateur, c'est dans l'obscurité totale. Totale. Pas de lumière du tout. Même pas d'étincelle.
Et quand c'est difficile de retrouver cette obscurité totale en journée, on comprend bien que si on a perdu le sommeil la nuit, c'est difficile de le récupérer en journée. Mais toutefois, il est important de savoir que nous avons besoin de bien dormir pour être productif. Nous avons besoin de bien dormir pour ne pas développer d'autres pathologies chroniques. Le trouble de sommeil peut être spontané, lié à une période précise, mais si c'est continuel, on va développer des pathologies chroniques, cette fois, qui pourront nous persécuter pendant le reste de notre vie. C'est qu'il faut éviter. Alors, on va marquer une courte pause et j'espère qu'au retour, on pourra savoir comment apprendre à dormir. Absolument. Dr Sacfon. Absolument. On se retrouve juste derrière. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez votre émission Culture Santé et aujourd'hui nous intéressons aux troubles de sommeil. Je suis sur ce plateau avec le docteur Bacon et le docteur Sacfon. Alors docteur Bacon, une fois que vous posez le diagnostic et que vous déterminez qu'un patient souffre de troubles de sommeil, comment s'effectue sa prise en charge? La prise en charge des troubles de sommeil en général, elle est assez spécifique parce que ça dépend du problème. Parce qu'on ne va pas traiter quelqu'un qui est narcoleptique, ça veut dire qu'il s'endort tout le temps. Oui. Il a 5 minutes, il essaie déjà endormi. Il ne sera pas traité de la même façon que quelqu'un qui est insomniaque. Et je pense que les protocoles de prise en charge sont non seulement non médicamenteuses et médicamenteuses. Okay. Dans les mesures non médicamenteuses, je ne suis pas sûr que mon répertoire soit assez large, peut-être le docteur Safran pourra m'aider de ce côté-là. Mais je pense que généralement, on essaye des mesures telles que l'acupuncture, l'hypnose. On essaye de demander aux malades de prendre des périodes de repos, on essaye de créer de nouvelles activités, histoire de le divertir et de le sortir de son quotidien qui semble trop fermé pour qu'il puisse peut-être, hors de cette période-là, peut-être arriver à trouver le sommeil. Ou peut-être justement, à ceux qui sont peut-être narcoleptiques, on peut leur demander de manger le chewing-gum à longueur de journée pour les garder éveillés. On peut leur demander d'apprendre à peut-être chanter quelque chose quand ils sentent qu'ils sont en train de vouloir s'endormir. Soit ils se lèvent, font des étirements, ils commencent à chanter, à danser. Disons que les prises en charge sont parfois assez spécifiques et ça dépend des pathologies en elles-mêmes. Parce qu'on peut parler, il y a aussi une autre dont on n'en parle pas souvent, sont les terreurs nocturnes. On va avoir un jeune homme qui vous explique que la nuit, quand le soleil est couché, quand il est seul dans sa chambre, il ressent une très forte peur et il peut pas aller se coucher tout seul. Vous allez dire le jeune homme il est fou alors que ça a un nom scientifique, ce sont les terreurs nocturnes. Et ça c'est généralement on prend généralement en charge cela parfois avec des médicaments qui n'ont parfois pas un réel composé actif, des placebos, parfois avec des anxiolytiques pour les formes sévères. Donc justement on va dire que la prise en charge elle est assez spécifique, dépendant du diagnostic posé. Mais les troubles du sommeil, quand on vous diagnostique un trouble du sommeil, si vous êtes insomniaque, disons, on va vous demander peut-être d'aérer votre chambre, de changer les lumières, d'essayer de trouver le moyen de corriger, parce que même la température, des endroits trop chauds ou trop froids, on arrive difficilement à trouver le sommeil dans ces zones-là. Dans des chambres pas aérées du tout, on arrive aussi difficilement à trouver le sommeil. Donc on peut vous demander de corriger le problème, soit à ce niveau-là, où on peut faire intervenir certains médicaments. Parce que la mesure médicamenteuse, elle est la dernière. Mais on pourra retenir au sortir de là qu'il y a l'hypnose, il y a l'acupuncture, il y a les mesures telles que le changement d'espace, agrandir la chambre, trouver de nouvelles activités. Mais on peut également aller de façon plus spécifique, dépendant du diagnostic. Et justement, j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu sur la prise en charge médicamenteuse. Est-ce qu'à long terme, ça n'a pas un réel impact sur la santé du patient? En fait, tout composé actif a un effet secondaire. Il faudrait peut-être qu'on le dise, parce que le paracétamol qu'on prend aujourd'hui, personne ne lit jamais la notice du paracétamol, parce que tout le monde connaît le paracétamol. Mais tout composé a un effet secondaire. Donc, généralement, quand on prescrit les médicaments pour ce genre de problème ou pour tous les autres problèmes, on exige que les médicaments soient pris pendant une période de temps assez déterminé. Ça veut dire que vous pouvez prendre ça pendant que les symptômes sont assez présents. Mais quand les symptômes vont commencer, quand c'est que vous commencez à réagir au traitement,
vous allez justement soit diminuer les doses, soit changer, lui donner un médicament qui n'a pas de réel composé actif. Donc le traitement, on l'adapte au fur et à mesure en fonction de comment évolue la symptomatologie du malade. Justement, ça a des effets secondaires parce que si vous prenez des anxiolytiques ou des antidépresseurs, je ne suis pas sûr que si vous le prenez sur le long terme, vous aurez encore tout de normal parce que non seulement c'est associé à de l'addiction aussi souvent. Oui. Parce que si on est déjà habitué au fait que dormir 3 heures, c'est difficile et on n'arrive pas à trouver le sommeil quand on a fermé la société le soir, mais il faut qu'on dorme. Oui. Et pour dormir, on a un cachet là. Ça va devenir difficile sans le cachet de retrouver le sommeil. Justement, c'est le clinicien qui saura jouer avec les symptômes de son malade et justement peut-être changer le médicament à un moment donné, faire croire au malade qu'il prend quelque chose alors qu'en fait c'est comme ça. C'est plus psychologique dans ce cas. Ok, docteur Sacfan, à votre niveau, vous avez peut-être quelque chose à rajouter? Oui, bien sûr. Oui. Je crois que les troubles de sommeil font partie des pathologies où les solutions se trouvent plus dans l'accompagnement psychologique et aussi sur la mise en pratique du protocole du New Start que nous avons établi au niveau du Cameroun. Rappelons que si nous avons bien écouté la définition, la différence entre troubles du sommeil et maladie du sommeil au départ, on va se rendre compte que les troubles du sommeil ne sont que des conséquences. Et ce n'est pas suite à une infection. Pourquoi on dit qu'il y a un principe actif qui va venir répondre à l'infection et résoudre le problème. Par conséquent, c'est notre environnement. Il faut d'abord identifier la cause du trouble du sommeil. Très souvent, les médicaments ont la faiblesse d'essayer de résoudre les symptômes. Pourtant, la cause est bien plus importante que le symptôme en lui-même. Et quand on rentre dans les causes, vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui a de stress permanent à son lieu de service et qui a des troubles de sommeil par un médicament. Vous ne pouvez pas le faire. Parce que le médicament ne va pas changer le terrain sur lequel il se trouve. Ce qu'il a besoin, c'est sortir de cet environnement anxiogène et retrouver un autre environnement. À ce sujet, j'ai eu une amie qui m'a appelé un jour, qui travaille dans une banque de la place, qui est cadre là, très sous pression, n'arrivait pas à dormir, avait des céphalées énormes. Elle a tout pris, tout ce qui pouvait calmer les douleurs. Mais ça calmait la douleur et puis la douleur récidivait. Et puis je lui ai demandé, bon ok, qu'est-ce que tu as fait? Non, on peut sortir? Non, je n'ai pas le temps. J'ai décidé d'aller la chercher. Un soir, à son bureau, tu me retrouves? Je l'ai pris dans le véhicule, j'ai dit, bon, je t'amène quelque part. J'ai appelé son époux, je lui ai dit, tu me retrouves à Kribi. Ta femme, je l'amène là-bas. Et le travail, tu me retrouves là-bas. Je l'ai amené à Kribi. J'ai fait venir son époux qui nous a suivis. Nous l'avons gardé de force à Kribi pendant 3 jours. Croyez-moi, c'est clair qu'on a accompagné cela par des méthodes que je vais dire tout à l'heure aux téléspectateurs qui pourront aider pour la restauration du sommeil. Oui. Au bout de 3 jours, tous les symptômes qu'elle avait, c'est-à-dire les céphalées, les insomnies, tous ces symptômes qu'elle avait ont presque disparu. Et elle est retournée dans son travail, certes avec des demandes d'explication, mais plus productive lorsqu'elle a repris le travail, plus productive que lorsqu'elle était là et qui ne foutait pas vraiment grand-chose. Comprenons que pour aider des gens qui ont des troubles du sommeil, il faut d'abord identifier quelle est la cause de ce trouble du sommeil. Lorsque la cause est identifiée, c'est alors qu'on peut apporter des solutions qui peuvent aider à résoudre ce problème. Et à ce sujet, le New Start est la solution pour ma part. Oui. Savons-nous que la température, comme disait le collègue tout à l'heure, c'est-à-dire l'air, la qualité de l'air aide pour trouver le sommeil. Vraiment aide. Si la chambre n'est pas ventilée, si la qualité de l'air n'est pas appropriée, 24 degrés, c'est la température de confort établie par tout le monde. Si c'est pas comme ça serait difficile de trouver le sommeil. Et il y en a qui ont peur de dormir dans le noir. Si la lumière n'est pas totalement éteinte, vous ne pouvez pas dormir à trouver un bon sommeil. D'ailleurs, j'aime comparer le sommeil à la mort. Dormir, c'est être enseveli. Et quand on est enseveli, on est totalement dans le noir, parce que sous la terre, là, il n'y a pas de lumière. Vous devez donc vous retrouver dans un même environnement que le corps qui est dans un cercueil. Pas de lumière pour pouvoir avoir un bon repos. Et finalement, finir par l'hydrothérapie et aussi la phytothérapie. Je vais donner quelques plantes qui peuvent aider
à apporter, qui va aider le corps à sécréter l'hormone du sommeil et permettre à retrouver plus ou moins le sommeil. Vous pouvez le faire. Hein. Je peux le faire. Oui. Merci Claudia. Cette plante est connue aujourd'hui scientifiquement. Je ne voulais citer qu'une seule, il y en a plusieurs. C'est la camomille. C'est connu aujourd'hui. Les infusions de camomille prises à des périodes bien précises, à des portions bien précises, sur une certaine distance et contrôlées par votre thérapeute, peuvent aider à retrouver le sommeil. Et parlant de l'hydrothérapie, l'eau à température tiède, 37 degrés, en le prenant de la tête vers le pied, à un certain temps, environ 15 minutes, peuvent aider à faire chuter le stress si la cause du trouble du sommeil est d'ordre environnemental et stressant, pour arriver à donner une sensation de bien-être, de repos et retrouver le sommeil. Quand je parle de l'eau, si je vais appeler cela, on appelle ça généralement le bain russe. Le bain russe, pour ceux qui le savent, ils peuvent checker pour chercher, parce qu'aujourd'hui, on a le monde ouvert. Le bain russe va participer à faire chuter les nerfs qui sont tendus, c'est-à-dire donner une sensation de relaxation, et on peut trouver le sommeil avec. Également, ce qu'on va appeler le foot bath. Le foot bath, c'est l'alternance entre la température de l'eau chaude et l'eau froide. Là encore, être accompagné par un thérapeute qui va vous permettre de retrouver le sommeil si le sommeil est perdu. Ainsi donc, utiliser la qualité de la lumière, l'environnement, la phytothérapie, les herbes, mais aussi de l'eau. Et pour finir, Claudia, ne mangez pas les aliments gras. Chaque fois que je parle de nourriture, je vais prendre un ton qu'on me comprend bien. Évitez de manger gras 1 heure avant de vous coucher. 3 repas par jour, c'est pas approprié pour les humains. On nous a souvent dit ça. À l'école, on nous a appris ça. Matin, midi, soir. Mais sachons-le, si on rentre dans l'historique du matin, midi, soir, ce n'est jamais approprié pour l'homme. L'homme, plus il mange, plus vite il meurt. L'homme qui vit le mieux est celui qui mange moins. Et en ce qui concerne le sommeil, le petit déjeuner encore. Mais le repas le plus important, c'est le déjeuner. Et si possible, enlever le dîner. Ne pas manger le soir. Et le repas que vous éliminez le soir, qui est le dîner, vous le remplacez par des tisanes. Cette fois-là, des tisanes qui vont avoir un impact au niveau des neurones. J'ai cité la camomille, par exemple. Si vous respectez ce protocole sommaire que j'ai donné, sans précision, bien qu'on peut donner les précisions sur le patient au cabinet, on peut retrouver une stabilité dans la qualité du sommeil, mais aussi la possibilité de ne pas récidiver si on est sorti de la zone à risque. Et la question qui me vient à l'esprit tout à l'heure, c'est au regard des différents protocoles que vous-même vous avez dit concernant la prise en charge des troubles de sommeil, peut-on guérir de manière définitive de cela? On peut guérir, justement, on va revenir sur ce que le confrère disait tout à l'heure. Quand on corrige la cause, justement, on voit les signes et les symptômes regresser avec le temps. Si justement la cause elle est stressante, je pense qu'il nous a donné un très bel exemple tout à l'heure. L'exemple de son ami qu'il a amené à Kribi. Elle n'a peut-être pas guéri sur le long terme, mais on a apporté une solution qui est, je pense, définitive à ses maux de tête, parce que justement elle était assez stressée. Le plus important est d'agir sur la cause, pas toujours sur les signes et les symptômes. Et là, j'ai une question d'un téléspectateur qui s'adresse à vous, docteur Bacon, qui demande: faire des traitements éveillants pour les hypersomniaques et les traitements endormants pour les insomniaques peut-il faire basculer les patients d'un camp dans l'autre? En somme, devenir trop éveillé ou trop endormi a-t-il une limite maîtrisée? Disons, le traitement, on ne va pas traiter les insomniaques de telle sorte qu'ils vont devenir mais seulement le traitement, comme je l'ai expliqué en tout début d'émission, il est contrôlé. D'accord. Donc en tout début, quand les symptômes sont assez présents, ça dépend. Après évaluation, on décidera soit de mettre le patient sur médicaments ou pas, ou on va essayer avec des médicaments non médicamenteuses. Mais au fur et à mesure, c'est un suivi. C'est un suivi et j'estime que tout au long du suivi, on a justement un objectif, parce que quand on reçoit un malade,
il présente avec un trouble du sommeil, on a un objectif, c'est pas de transformer quelqu'un qui dormait trop en quelqu'un qui ne dormira plus. Oui. Justement, on a un objectif, tout traitement, toute prise en charge a des objectifs. Et justement, on peut maîtriser à partir soit des produits qu'on lui donne, soit à partir des mesures qu'on prend. Et au fur et à mesure, on adaptera pour éviter justement à faire en sorte que l'un bascule dans l'autre ou vice-versa. D'accord. Et les troubles de sommeil, est-ce que ça concerne des personnes d'un âge précis ou bien tout le monde est concerné par cela? Tout le monde est Même concerné. les enfants? Même les enfants sont concernés par le trouble de sommeil s'ils sont dans l'environnement qui favorise cela. Voyez-vous, dans une maison, lorsqu'on loue dans un quartier très bruyant, et qu'on vit avec monsieur, madame et les enfants, si le père n'arrive pas à dormir, ce n'est pas les enfants qui dorment. Hein. D'ailleurs, c'est les enfants parfois qui viennent cogner à la chambre, je n'arrive pas à dormir. Parce que les bruits sont là. Non, tout le monde est concerné par ce trouble de sommeil. C'est d'ailleurs pourquoi il faut avoir des bonnes habitudes. Avoir des habitudes qui vont permettre de créer une certaine manière systémique à l'homme d'être en santé. Parce que la santé, j'aime à le dire, c'est le respect des lois de la nature. Vous désobéissez aux lois de la nature, vous payez la facture. Et la facture est très souvent salée. Et on sait combien le sel est dangereux pour le corps. Et je vais vous reposer la même question, docteur Bacon. Comment prévenir les troubles de sommeil et quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces patients-là qui se retrouvent dans ces cas? Comment prévenir les troubles du sommeil? Pour les troubles du sommeil, il y a un mot qui est beaucoup revenu, c'est le stress. On a dit on peut pas vivre sans stress justement. Moi je suis médecin, le stress je connais. On ne peut pas justement vivre sans stress, c'est le stress qui nous fait faire les métiers qu'on fait justement, mais on va nous demander d'essayer de mettre le repos à la même mesure que les efforts qu'on fait au quotidien, essayer de trouver des moyens non médicamenteux comme le confrère l'a dit tout à l'heure, essayer d'aérer nos chambres, changer les lumières, soit peut-être mettre essayer de trouver un espace un espace quotidien qu'on accorde au repos, au divertissement. Il faut essayer de justement apporter des solutions sur ce point-là. Mais non seulement le stress, il faut essayer d'agir sur les autres causes. Parce que également, il y a le comportement dont on n'en parle pas souvent, qui est très souvent à l'origine de certains troubles du sommeil. Il y a des gens qui ont pour habitude de dormir 2 heures par jour. Et justement, on va leur demander de commencer, soit par voir quelqu'un qui va les aider à travers peut-être une prise en charge ou pas, à corriger ce problème-là. Parce que ne pas dormir, c'est un problème. Donc on peut agir sur le comportement. Changer de comportement, c'est la base. Parce que justement, on peut être dans un environnement. Mais si l'environnement, c'est le fait de laisser la fenêtre ouverte alors qu'on sait qu'il y a les bruits dehors, on ne va jamais justement corriger le problème. Comment prévenir ça? C'est changer de comportement. C'est savoir que l'environnement participe. Essayer de faire en sorte que la température soit au mieux. Essayer le bain russe. Essayer, justement, tout ça, ce sont des mesures qui, justement, pourront nous aider à prévenir. Mais justement, comme on le dit souvent, on peut avoir tout ça, mais ça ne suffit pas. Docteur Safan, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, la prévention, c'est l'éducation à la conscience de ce que nos actions ont un impact sur notre santé. Ça, c'est la meilleure prévention. C'est-à-dire, dire aux gens que lorsque le soleil se couchait, cherchez à dormir, pas plutôt à chercher les heures sup. Dire aux gens que le repos fait partie intégrante de la performance. Vous ne pouvez avoir une performance optimale que si vous avez eu un repos de qualité. Dire aux gens que la qualité de la nourriture va soit sécréter des hormones de plaisir, soit créer de la corrosion, une corrosion oxydative qui va plutôt empêcher d'avoir un sommeil de qualité. Informer et dire aux gens que la musique c'est bien, mais pas dans la chambre. On ne dort pas avec la musique. Certains vont croire que la musique apaise. Même si elle est relaxante. Même si elle est relaxante. Elle peut être relaxante pour vous conduire au sommeil, mais lorsque vous dormez, il faut l'arrêter. Vous ne devez être en contact avec rien à l'extérieur lorsque vous commencez à dormir. Sinon, le cerveau va continuer à être en travail alors qu'il a besoin de se reposer. Que ça soit, tous les 5 sens doivent être en hibernation au moment où on dort. S'il y a un seul sens qui est en train de travailler, cela va perturber le sommeil. Que ça soit ce qu'on regarde, que ça soit ce qu'on écoute, que ça soit ce qu'on mange, que ça soit ce qu'on ressent, on doit être totalement en hibernation en cette période-là.
Et comme autre prévention, pour ma part, l'alimentation est la base. 90% des pathologies qui détruisent l'humanité passent par la bouche. Et quand on sait que les troubles du sommeil sont non transmissibles, ça veut dire qu'on les acquiert par la qualité du comportement et l'alimentation fait partie de ce qu'on prend. Éviter les aliments vraiment gras. Vraiment éviter. Vous avez déjà mangé un bon haricot bien huilé avec le pain le matin et vous croyez que vous allez être objectif, très vigoureux le jour qui suit, les heures qui suivent. Les enfants savent qu'il y a des aliments quand ils mangent, à l'école ils vont somnoler. Oui. Évitez des aliments riches en glucides et en lipides le matin. Évitez. Sachant que si le matin nous ne pouvons pas débousser de l'énergie qu'il faut, il serait difficile que le soir nous pouvons bien dormir. Ça sera difficile. La qualité de notre sommeil la nuit dépend aussi de l'alimentation et de l'activité qu'on a menée en journée. Le sommeil n'est valable pour finir que pour ceux qui travaillent. Vous ne pouvez pas dormir la nuit si toute la journée vous avez dormi. Il faut travailler en journée pour que le soir vous puissiez vous reposer. Parce que je rappelle que le sommeil est un repos. Et le repos n'est que la conséquence d'un travail exercé. Il y en a qui passent toute la journée sédentaire assis devant la télé. Et ils espèrent que la nuit, quand ils vont arrêter la télé, ils vont trouver le sommeil. Ce n'est pas possible. Si vous regardez beaucoup, si vous êtes sédentaire, vous n'êtes pas en activité, pas du tout, il serait difficile d'avoir également un sommeil optimal. Parce que le bon sommeil aussi dépend aussi de la qualité de l'activité physique que nous faisons. C'est pourquoi d'ailleurs ceux qui sont obèses, ceux qui sont en sédentarité ont de la peine à dormir. Parce que c'est difficile de trouver un bon sommeil lorsque le corps n'a pas été assez agité. Ainsi donc, le sommeil aujourd'hui est un problème majeur, Claudia. Et sans toutefois vous couper, il y a quelqu'un qui me demande ici, est-ce que trop dormir fait prendre du poids? Est-ce que trop dormir fait prendre du poids? Oui. C'est qu'est-ce qu'on a pris dans le corps avant de dormir qui peut conduire à l'obésité. D'accord. Ce n'est pas dormir en lui-même qui fait prendre du poids. D'accord. Mais cependant, si avant de dormir, j'ai pris des aliments qu'il ne fallait pas et que je n'ai pas laissé le temps au système digestif de totalement épurer ces aliments pendant le sommeil, puisque les organes vitaux ne sont plus en fonctionnement, Oui. ces aliments que j'ai pris vont entrer en putréfaction, vont être transformés en sucre, finalement en graisse, et vont conduire à un sommeil, à une obésité, Oui. c'est-à-dire à une prise du poids. Donc, ce n'est pas le sommeil en lui-même qui donne le poids, mais c'est les habitudes que nous avons prises avant le sommeil qui vont conduire à la prise du poids. D'accord. En tout cas, parce que nous voulons que vous soyez en bonne santé, c'est la raison pour laquelle chaque semaine, nous veillons à aborder des thématiques liées justement à la santé. Je vais dire merci à nos deux invités, Dr Bacon, Dr Sakfan. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. On espère vous revoir les prochaines fois. Merci. Merci à l'équipe de production de DBS TV ainsi qu'à la direction générale. Merci à l'équipe d'Espoir de Nice. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, la santé publique, la santé de tous concerne chacun d'entre nous et passe par nous. Bonne santé à tous.